Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à ce 6e épisode de Sur ce bonne soirée, le podcast québécois en termes de sport et de faits divers. Je suis votre hôte Raphaël, en compagnie de mes co-animateurs Étienne, Jérémy et Chloé. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Donc, nos sujets pour aujourd'hui. Tout d'abord pour le sport, on va commencer par une petite rétrospective sur les événements passés de la UFC. Nous allons faire une discussion et nos prédictions pour l'événement UFC 300 qui va se passer en avril. Ensuite, pour notre rubrique Faits divers, nous allons parler d'un excellent film de fantasy. J'ai nommé Le Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau de Peter Jackson de 2001. Moi, je vais vous parler de la première carte 2024 qu'on avait toute hâte d'écouter après les temps des fêtes. Fait que le combat, la main event, c'était de Magomed Ankalaev contre Johnny Walker 2. Parce que le premier combat, Ankalaev a donné un coup illégal à Johnny Walker. Le docteur y est venu, puis a tout arrêté le combat parce que c'était trop dangereux pour qu'il continue. Mais le rematch, c'est quand même Magomed Ankalaev qui a gagné par KO. C'était tout un gros KO. Round 2, 2 minutes 42. C'était tout un gros combat. Après ça, il y a eu le Jim Miller contre Gabriel Benitez. Ça, ce combat-là, c'était pour consolider sa place au UFC 300 qui va se situer le 13 avril. Fait que c'était un vraiment gros combat important pour ces deux-là. Jim Miller, le gros soummisseur, il a réussi à soumettre Gabriel Benitez. Il était favori, fait que sûrement c'était fait pour lui. Ensuite, il y a eu le Ricky Simon contre le Mario Bautista. Ça a fini par décision, round 3. C'était tout un beau match. Mario Bautista, il nous a montré qu'il a des belles techniques impeccables que personne ne peut faire. Fait que moi, je dis que Mario Bautista a mérité sa victoire par les décisions des juges. Ensuite, il y a eu Phil Howes contre Bruno Ferreira. Après le dernier combat que je vais vous parler, c'est de Phil Howes contre Bruno Ferreira. Ferreira l'a KO round 1, 4 minutes 55. Ça, c'est très tôt dans les combats. Puis, à cause de cette défaite de Phil Howes, il a été release. Ça veut dire qu'il a été kick-out du UFC. Merci beaucoup Chloé. Et maintenant, je vais passer à la carte de l'événement 297 avec le combat de la soirée qui opposait Sean Strickland à Dricus du Plessis, où du Plessis l'a emporté après 5 rounds par décision. Pour ceux qui n'avaient peur que du Plessis n'aurait pas un bon cardio pour son match, leur peur ont été infondés parce qu'il a réussi à tenir le coup. Et aussi, ça a été un match assez controversé parce que c'était très serré. N'importe lequel des deux combattants aurait pu gagner ce match, mais au final, la victoire est allée à du Plessis, donc grosse félicitations au bonhomme. Ensuite, prochain match, ça a été Raquel Pennington contre Mayra Bueno Silva, qui s'est conclu par une victoire de Raquel Pennington, aussi après les 5e rounds, par décision. Ce match-là, ça a été une assez grosse déception dans l'ensemble parce que ça a été très plate. Ça a été un match très plate. Les deux combattantes n'avaient pas eu l'air d'avoir envie d'être là. Et en plus, c'était un match pour un championnat, pour vous dire. Donc, pas une très belle performance dans l'ensemble. Et finalement, notre troisième match pour cette carte c'était le match entre Neil Magny contre Mike Mallow, qui s'est fini par KO au 3e round de la part de Magny. Un KO surprise au round 3 à 4 minutes 45. Grosse surprise de la part de Magny, dont les odds n'étaient pas en sa faveur. Lui, il n'avait que 285 odds, comparativement à Malotte, qui en avait 360. Bon, voilà ce qui conclut la carte 297. Jérémy, à toi la parole pour la carte 298. Donc oui, le UFC 298, mais avant de parler de ça, on va parler du Fight Night qui a eu lieu la semaine d'avant. C'était Jack Hermanson contre Joe Pyfer. Joe Pyfer contre Hermanson. Pyfer qui avait un excellent record, qui avait tous les odds avec lui. Mais Jack Hermanson, à ce combat-là, c'était une domination totale tout au long des 5 rounds. Hermanson l'a gagné
en décision unanime des juges. On saute maintenant au UFC 298 au Honda Center à Anaheim. On commence avec Merab Dvalishvili et Henry Cejudo. Donc c'était une domination de A à Z de Dvalishvili qui a gagné ce match en décision unanime des juges. Et honnêtement, ça a été presque pour rendre Cejudo ridicule, parce qu'il a même traîné Cejudo tout au long de l'octogone, pour aller parler à Mark Zuckerberg, qui faisait partie évidemment du public. On saute maintenant à Jeff Neal contre Ian Machado Gary. Et ce match-là, honnêtement, a été une déception, malgré Gary qui était favori. Un 3 rounds, vraiment, ça a été un match pas mal, très très nul de la part de Gary particulièrement, qui a quand même gagné ce combat par split decision. Après ça, on a eu Robert Whittaker contre Paulo Costa. Whittaker, ça a été une excellente défense de sa 3e position dans la classe des poids moyens de la UFC. Une autre victoire par décision unanime. Et ça l'a prouvé que Whittaker, ça allait être un excellent contender pour le match de championnat à venir dans sa classe de poids, les poids moyens, contre potentiellement Duplessis, s'il reste champion à ce moment-là. Et finalement, nous avons eu le combat principal du UFC 298, Alexander Volkanovski, qui avait une 6e défense de son titre des poids plumes contre l'invaincu Ilia Topuria. Et ce match-là a été complètement fantastique. Topuria au 2e round, un KO absolument out of nowhere. Alexander Volkanovski qui tombe comme une mouche, ça l'a complètement détruit sa défense de titre. Quand même, Volkanovski qui avait défendu son titre à 5 reprises, son titre qu'il avait gagné contre Max Holloway d'ailleurs en 2019. UFC 266, ça a été contre Ortega. Au UFC 273, il a juste démontré à toute la division des poids plumes que c'était le next big thing, quand il l'a complètement démoli de Korean Zombie. Mais quand on dit démoli, ce fut une destruction massive du Korean Zombie. Au UFC 276, c'était Holloway numéro 3 et Volkanovski est invaincu face à lui en match de titre. Au UFC 290, c'était Volkanovski Rodriguez et finalement, il a échoué contre Topuria qui augmente son record d'un incroyable 15-0-0 à la UFC. Absolument brillant de Topuria. On va longtemps parler de Topuria comme étant un combattant absolument excellent. Ce gars-là a un point qui te détruit la face en 3 secondes et quart. C'est une machine à tuer. Ce gars-là, c'est le futur. Il va être remémoré, je suis convaincu, comme étant un des plus constants qu'on a jamais vu dans la division des poids plumes, mais aussi dans la UFC en général. Merci tout le monde. Donc pour ma part, je vais vous parler d'une carte de UFC qui était attendue depuis extrêmement longtemps. C'est celle du UFC 300 qui va se passer à Las Vegas au Nevada, en direct du T-Mobile Arena. Donc ça va être une carte qui est extrêmement bombée de excellents combattants, autant filles que garçons. Donc on va commencer avec... pour le moment, c'est l'ordre qu'on a les combats, donc on va y aller avec l'ordre qu'on a, mais ça risque de changer jusqu'à ce que ça soit à la carte. Mais pour l'instant, on a en premier Bobby Green qui va affronter Jim Miller. Donc, fait intéressant ici, Jim Miller, c'est le seul combattant de l'UFC à avoir participé à l'UFC 100, 200 et sera du UFC 300. Donc, c'est le seul dans l'organisation qui va avoir participé aux 3. C'est quand même exceptionnel. Et comme Chloé l'a dit plus tôt, c'est grâce à sa dernière victoire lors du Fight Night Ankalaev contre Walker 2. Par la suite, on a Marina Rodriguez contre Jessica Andrade. Andrade qui tente toujours de remonter un peu dans les classements, classé 4e au niveau des poids pailles. Donc, qui veut essayer de remonter au classement pour espérer un autre
possibilité d'affronter la championne. Ça va être un combat quand même assez intéressant. C'est la numéro 4 contre la numéro 5. Donc, il va rester à voir qui aura plus de courage entre les deux Brésiliennes. Par la suite, on a Sodiq Youssouf contre Diego Lopez. Diego Lopez très dangereux. Youssouf aussi. Ça risque d'être un combat très intéressant, mais surtout très égal. Ça va être intéressant de voir ce qui pourra arriver. Ensuite, nous avons la nouvelle venue Kayla Harrison qui va affronter celle qui est là depuis bien longtemps, Holly Holm. J'ai l'impression que ce combat-là va être une surprise et que Kayla Harrison sera capable de finir Holly Holm. Je pense qu'Holly Holm, son temps est venu peut-être de penser à la retraite. Par la suite, on va avoir Cody Garbrandt contre Deiveson Figueiredo. Figueiredo qui est nouveau dans la division des poids coqs, ça va être son deuxième combat. Et à sa dernière victoire, a décidé de call out Cody Garbrandt, ce que Cody Garbrandt aussi a fait lors de sa dernière victoire par KO. Ça va être vraiment intéressant. Cody Garbrandt, on sait, ancien champion, qui malheureusement n'a plus le menton qu'il avait avant, donc ça peut être vraiment difficile pour lui. Autant qu'à son dernier combat, il a dominé de A à Z et il a fini avec un bon KO. Du côté de Figueiredo, autant au sol que debout, c'est un combattant extrêmement agile, donc ça reste à déterminer. Ça va être un très bon combat, bien hâte de voir ça. Ensuite, on aura Bo Nickal contre Cody Brundage. Je suis un peu surpris de voir Cody Brundage là. Pour moi, je pense qu'il y a d'autres combattants qui auraient mérité d'être là à sa place. Néanmoins, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Ça peut être vraiment intéressant et ça peut finir par être le combat de la soirée, mais ça reste à voir. Ensuite, au niveau des poids plumes, un combat extrêmement important pour l'ancien champion Aljamain Sterling qui va mettre sa position de numéro 2 en jeu face à Calvin Kattar, le numéro 8. Kattar, ça fait quelques temps qu'on ne l'a pas vu. Ça risque d'être très intéressant. J'ai l'impression que Kattar a un peu l'avantage sur Sterling au niveau du combat debout. Ça reste vraiment à voir. Et honnêtement, je trouve que c'est un combat extrêmement dangereux pour Aljamain Sterling et le courant de sa carrière par la suite. Ensuite, au niveau des light heavyweight, on a celui qui revient de blessure, Alexander Rakic, qui va affronter Jiří Procházka. Procházka, on se rappelle, à son dernier combat, il s'est battu contre Alex Pereira, a perdu, et c'était le combat de championnat du monde pour le light heavyweight division. Donc, Procházka, qui est classé 2e pour le moment dans la division, veut vraiment, avec ce combat-là, qualifier qu'il est prêt pour une revanche face à Pereira. Par la suite, au niveau des poids légers, un autre combat qui est très intéressant et autant plus dangereux que celui de Kattar contre Sterling, c'est le numéro 1 au classement, Charles Oliveira, qui va se combattre contre Arman Tsarukyan, le numéro 4 mondial. Honnêtement, Charles Oliveira, c'est celui qui a le plus de soumissions et le plus de victoires par finish en UFC. Très, très, très fort au sol, beaucoup moins debout. Tandis que Tsarukyan, c'est complètement le contraire. Domine quand même bien au sol, mais pas au niveau de Charles Oliveira. Mais debout, c'est quelqu'un d'extrêmement dangereux. Et pour le moment, il n'y a personne qui a été capable d'arrêter Arman Tsarukyan. Et je pense vraiment que pour lui-même, il se pense un peu comme Topuria, invincible un peu. Donc ça va être extrêmement dangereux pour Charles Oliveira. Je dirais que c'est un combat encore beaucoup plus suicidaire que Sterling à ce combat-ci. Puis ça va être vraiment intéressant. J'ai vraiment hâte de voir ce combat-ci. Par la suite, on s'en va aux 3 derniers combats de la carte et je dirais les 3 plus gros combats de l'année pour le moment. Ça va dépendre de voir quel autre combat il va arriver, si McGregor va finir par revenir à un moment donné. Mais pour le moment, ce sera Justin Gaethje contre Max Holloway. Ce sera pour le BMF title. Alors, ça va être un combat... Ça s'annonce un combat vraiment de fou, de malade, honnêtement. Justin Gaethje qui a des jambes de fer. Max Holloway, il n'a jamais été KO de sa carrière. Justin Gaethje a complètement changé les carrières de Tony Ferguson après qu'il l'a affronté. Max Holloway, la même chose contre le Korean Zombie. Le seul qui a réussi à tenir tête vraiment à Max Holloway,
c'est Alexander Volkanovski. Donc ça va être intéressant de voir. Il faut se rappeler que Gaethje, à son dernier combat, a mis KO Dustin Poirier avec un coup de pied à la tête. Donc ça va être vraiment intéressant de voir ce que les deux vont réussir à faire. Par la suite, nous avons Zhang Weili contre Yan Xiaonan au niveau des Popeyes chez les femmes. Weili qui a vraiment dominé tout le monde dans sa catégorie, sauf Yan Xiaonan qui n'est pas arrivée de nulle part, mais disons que la chinoise est arrivée par la petite porte et a vraiment gravi tous les échelons nécessaires. Et je dirais que depuis un certain temps, c'est celle qui, pour moi, va donner le plus de défis à Zhang Weili pour sa défense de titre. Et ce qu'on a appris maintenant, il y a moins d'une semaine, c'est le main event de cette UFC 300. Ce sera Alex Pereira qui va affronter Jamal Hill pour le titre des light heavyweight. Il faut se rappeler que avant Pereira, c'était Jamal Hill qui était le champion, mais malheureusement, quand il s'est après sa victoire, quand il a recommencé à s'entraîner, s'est blessé au tendon d'Achille, si ma mémoire est bonne. Donc, il y a eu le combat entre Alex Pereira et Jiri Prochazka. Pereira l'a remporté. Il faut spécifier aussi que Pereira, en 7 combats en UFC, a gagné 2 ceintures dans 2 divisions différentes, ce qui est quand même assez extraordinaire. Donc, pour Jamal Hill, ça va être un combat extrêmement dangereux parce que Pereira, c'est un des très bon techniquement avec ses jambes. Il donne des coups de pied un peu déguisés qui vraiment peut te déstabiliser et un très gros overhand. Donc, ça va être vraiment intéressant. Faut pas non plus compter Jamal Hill hors de ce combat-ci, mais ça fait longtemps qu'il n'a pas battu. Pereira, c'est vraiment tout un autre style de combattant qu'il n'a pas vraiment affronté. Donc, ça va vraiment être intéressant et on est sûr, ou à peu près, que ce combat-ci va se dérouler debout pendant tout le combat. Maintenant, on va y aller d'un petit jeu après d'avoir parlé de tout ça. On va y aller de nos prédictions pour le UFC 300. Donc, on va commencer avec Bobby Green contre Jim Miller. Donc, chacun d'entre vous, il faut que vous me donniez le nom de celui que vous pensez qui va gagner. Moi, honnêtement, je pense que Bobby Green va gagner contre Jim Miller. C'est 2 bons monsieur. Fait que c'est une décision très, très dure à prendre. Mais je pense que Bobby Green va réussir à battre Jim Miller. Puis je pense qu'il va le battre par soumission. Moi, je vais m'opposer à ça. Je vais gager sur Miller. On va dire que Miller va gagner ce match-là. Comme dit Chloé, c'est 2 gros monsieur quand même. Je vais quand même y aller avec la même position que Raphaël. Je vais y aller avec Jim Miller par KO. Pour ma part, moi je pense que, et j'aimerais que Jim Miller gagne, pour la seule et unique raison que c'est le seul qui a été dans les UFC 100, 200 et 300, donc ça serait vraiment symbolique. Ensuite, pour le combat entre Jessica Andrade et Marina Rodriguez, vos prédictions? Moi, je pense que Marina Rodriguez va battre Jessica Andrade. Juste de même, honnêtement, juste en les regardant, je trouve que Marina, elle va combattre Jessica. Je vais gager sur Rodriguez aussi. Ça va être Rodriguez pour moi aussi. Pour moi, je vais y aller contre vous. Je vais y aller avec Jessica Andrade. Je pense qu'elle est encore capable de montrer qu'elle peut aller vers un titre. Donc, je vais y aller avec Andrade. Par la suite, Youssouf contre Diego Lopez. Honnêtement, pour ma part, c'est un des combats que je vais suivre le moins sur cette carte. Moi, je pense que ça va être Diego Lopez qui va battre Sodik. Moi, je vais prendre Youssouf par KO. Ben, moi aussi, c'est un des combats, honnêtement, qui m'intéresse le moins, qui est le moins susceptible de m'impressionner, mais je vais quand même y aller avec Lopez pour celui-là. Moi, je vais y aller aussi avec Lopez et je vais y aller avec Lopez par soumission. Maintenant, la nouvelle venue Kayla Harrison contre Holly Holm. Moi, je pense que c'est Holly Holm qui va gagner contre Kayla. De un, elle a plus d'expérience. Puis de 2, à mon avis, j'aime beaucoup Holly Holm. Je sais pas pourquoi, mais c'est une combattante que j'apprécie puis que j'aime regarder. Je vais aller avec Kayla par décision. On dit qu'il n'y a rien qui peut battre l'expérience, donc je vais y aller avec Mademoiselle Helm par KO.
Pour ma part, moi, je vais y aller avec Kayla Harrison et je pense qu'elle va y aller d'un KO spécial sur Holly Holm. Par la suite, on va y aller avec Davidson Figueiredo contre Cody Garbrandt. Moi, je pense que Cody Garbrandt va gagner contre Davidson Figueiredo. Je vais gager sur Garbrandt également, moi aussi. Ça va être Garbrandt pour moi aussi, KO. Malgré que Garbrandt a gagné par KO son dernier combat, moi je pense que Figueiredo va soit l'avoir par KO ou par soumission dans ce combat-ci. Par la suite, Bo Nickal contre Cody Brundage. Un autre des deux combats que c'est le moins intéressant de cette carte pour l'instant. Mais moi, je pense que Bo Nickal va gagner contre Cody parce qu'il y a 5 victoires, 0 défaites. Donc, ça serait une 6e victoire consécutive. Je vais prendre Bo Nickal également. Bo Nickal, je vais y aller avec les odds. Bo Nickal. Ouais, honnêtement, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui sont pour du côté de Cody Brundage. Donc, moi aussi, je vais y aller du côté de Bo Nickal. On peut toujours être surpris tout de même. Effectivement. Par la suite, au niveau des poids plumes, c'est Calvin Kattar contre Aljamain Sterling. Moi, je prendrais pour Sterling. Lui aussi, c'est quelqu'un que j'aime regarder. C'est un très bon combattant. Je vais aller avec Sterling dans mon cas. Moi aussi, je vais aller avec Aljamain Sterling, un très bon combattant, ancien champion. Donc, on va y aller avec Sterling. Moi, j'ai l'impression qu'avec sa défaite contre Sean O'Malley, ça a montré que Sterling avait beaucoup de failles dans sa défensive. Et Calvin Kattar, qui est un bon boxeur, donc j'ai l'impression que Kattar pourrait l'avoir, mais par décision. Ça va être un bon combat. Je pense que Kattar, au bout de la ligne, va l'avoir. Par la suite, c'est Jiří Procházka contre Alexander Rakic. Moi, je pense que Procházka va gagner. Je prends Procházka également. Moi, je vais y aller avec Rakic. J'ai l'impression que Procházka va gagner facilement par KO ce combat-là. J'ai l'impression que Rakic, il y a eu des bons moments il y a quelques années, mais je pense que son temps est terminé. Par la suite, on y va des 4 derniers combats. Donc, c'est Charles Oliveira contre Arman Tsarukyan. Honnêtement, ce combat, très difficile décision, mais moi, je vais aller avec Arman Tsarukyan. D'un, c'est parce qu'il est arménien comme moi. Puis j'aimerais ça le voir avancer plus haut, puis qu'il nous montre que les Arméniens, on est des combattants. Je vais supporter Chloé là-dessus. Moi aussi, je vais aller avec Tsarukyan avec soumission. Hey, je vais m'opposer à ça. Je vais dire Charles Oliveira KO, mais ça risque d'être un match très serré d'après moi. C'est une décision extrêmement difficile, honnêtement. Mais j'ai l'impression qu'Arman Tsarukyan va avoir un combat extrêmement facile face à Oliveira. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que Tsarukyan va dominer de A à Z et risque même de mettre Charles Oliveira KO dans ce combat-là. Par la suite, pour le BMF title, Justin Gaethje contre Max Holloway. Ça, c'est un autre combat très, très, très intéressant que Dana White a fait. Je vais prendre pour Justin Gaethje. Honnêtement, c'est parce que je pense qu'il va réussir à battre Holloway. Aussi, je le prends aussi dans le jeu UFC sur la PS5. J'adore jouer avec ce personnage, puis je bats tout le monde avec lui. Donc, moi, je pense qu'il va être capable de battre tout le monde. Je vais m'y opposer. Je vais prendre Holloway pour ce match-là. Et moi aussi, je vais aller par Max Holloway. Ça va être ce combat-là pour de vrai. Ça va être toute une pièce d'homme. Là. Justin Gaethje et ses jambes d'acier contre les poings de fer de Max Holloway. Mais je vais aller avec Max Holloway, mais par décision. Je pense pas qu'il va y avoir de KO dans ce match-là. En tout cas, ça va être très difficile. Ça va être vraiment un des très bons combats qu'on va avoir vu en UFC. Justin Gaethje, vraiment très bon. Max Holloway, très bon. Je pense que la seule chose qui pourrait faire la différence, c'est le fait que Holloway a jamais été KO. Donc, je pense, moi aussi, que ça va se rendre en décision. Et je pense que Holloway, à la mesure que le combat va avancer, va prendre le dessus sur Justin Gaethje. Ensuite, le premier combat de championnat des poids pailles entre Zhang Weili et Yan Xiaonan. Moi, je pense que
Zhang Weili va réussir à garder sa ceinture contre Yan. Je prends Dianan pour ce match. Je vais aller avec Zhang Weili. Je pense que ça va être une bonne conservation de titre ici. Pour ma part, je pense que Yan Xiaonan va causer la surprise et elle va battre Zhang Weili. Je pense que Xiaonan, c'est le futur des Popeyes pour quelques années encore. Et pour le main event de cette carte du UFC 300, c'est Alex Pereira contre Jamal Hill. Ça va être un des gros combats de UFC 300. Honnêtement, moi j'aimerais ça que Jamal Hill y gagne. Alex Pereira, c'est un très gros gars, fait que je pourrais pas vraiment dire qui gagne, mais moi, à mon avis, j'aimerais vraiment ça que Hill y gagne. Il mérite cette place-là. Moi, je vais aller avec Hill également par soumission. Pour le vrai, ce combat-là, je le vois un peu comme Gaethje contre Holloway. Ça va être, pendant les 5 rounds, ça va être interminable. Ça va être des coups, ça n'arrêtera pas. Je suis convaincu qu'on ne sera pas déçu de ce combat. Je vais y aller avec Pereira, une conservation de titre par décision unanime. Pour ma part, je vais y aller avec Pereira aussi, pour la simple et bonne raison que depuis son arrivée, il a été dominant dans à peu près tous les combats qui a fait partie. Et même quand il s'est fait knocker par Israel Adesanya, il dominait quand même le combat jusqu'à temps qu'Adesanya lui donne un coup bien placé, honnêtement. Donc, je vais y aller avec Pereira. Ça va être très difficile. J'ai l'impression que Pereira va quand même réussir à y aller d'un KO. Je dirais ronde 3 ou 4. Mais Pereira devrait être en mesure de dominer Jamal Hill et de rester le light heavyweight champion. Bon ben, on peut bien conclure en disant qu'on est extrêmement excité pour cette carte de l'événement 300 de UFC. Et maintenant, il est temps de passer à notre rubrique fait divers avec le Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau. S'il y a bien quelque chose qui fit l'expression « aged like fine wine », c'est le Seigneur des Anneaux. Pas juste le premier film, mais la trilogie au complet. Qu'on parle de la réalisation phénoménale de Peter Jackson, de la trame sonore qui, pour citer Gandalf, n'a pas pris une ride de Howard Shore, de la direction photo de Andrew Lesnie, ou même bien du casting qui inclut par exemple Elijah Wood dans le rôle de Frodon, Ian McKellen dans le rôle de Gandalf, qui a également joué Magneto dans les films X-Men, Viggo Mortensen dans le rôle d'Aragorn, qui est toujours, je crois même à ce jour, un acteur très underground, ce que je trouve très criminel, personnellement. Sean Bean dans le rôle de Boromir, qui était aussi connu dans son rôle de Ned Stark dans Game of Thrones, ou même Orlando Bloom dans le rôle de Legolas. Et aussi, évidemment, Andy Serkis dans le rôle de Gollum, qui est considéré comme étant un des pionniers de la stop motion, mais qui n'apparaît pas dans le premier film. Gollum, dans le premier film, est interprété par Weta Workshop. Andy n'apparaît qu'à partir du deuxième film, et ensuite il apparaît pour le reste de la série. Moi, ce que j'ai aimé, c'est le prologue. Dans le fond, le prologue a duré 7 minutes. C'est placé au début, c'est l'ouverture du film. Ça nous a montré un peu une situation chronologique, dans le fond, des plusieurs années. Ça l'a vraiment ouvert le film. Ça a été très bon, puis ça a été très clair. Et ça l'a rendu le film intéressant. Ça nous donne le goût de ne pas fermer le film au début. Premièrement, ce que j'adore de ce film et de la trilogie, qu'on va parler un peu plus en détail dans les prochains épisodes, c'est que tout de suite, quand on commence un de ces 3 films, tu rentres immédiatement dans l'histoire. C'est comme si toi-même, tu étais dans l'histoire du Seigneur des Anneaux. Je trouve que quand les films te font sentir de cette façon, c'est parce que c'est un excellent film qui mérite toute la gloire qu'il a déjà reçue. D'autant le casting, d'autant l'histoire. Ce qui est vraiment impressionnant de ces films-là, c'est vraiment le décor, les paysages, où ils ont décidé de tourner. C'est vraiment merveilleux comme à
atmosphère qu'ils nous font vivre à travers toute l'histoire et tout le film. J'aime ce que tu dis, Étienne, par rapport à l'atmosphère, parce que Le Seigneur des Anneaux, c'est un univers avec énormément d'atmosphère. Comme tu dis, les décors, l'histoire et l'intro. On peut parler de l'intro pendant des heures. Moi-même, l'intro, je la récite par cœur quand je regarde le film, parce que c'est tellement mémorable, c'est tellement bon, c'est tellement fantastique. On parle de 3000 ans quand même, 3000 ans d'histoire en 7 minutes, et c'est tellement bien réalisé par Jackson. Encore une fois, on peut parler du casting aussi pendant des heures, mais c'est toute l'atmosphère. On voit évidemment les 3 anneaux des elfes, les 7 anneaux des nains, les 9 anneaux donnés aux hommes, excusez-moi. Et après ça, on voit Sauron, la guerre au Mordor, juste au vif de la montagne du destin. Et après ça, on voit la chute de Sauron, on voit l'anneau qui est donné, que Gollum trouve, en fait. Donc, pour de vrai, ce 7 minutes-là, qui résume un 3000 ans d'histoire de la Terre du Milieu, c'est assez phénoménal. Donc, je trouve que dans les films, autant dans les livres, puisque c'est basé sur les livres de J.R.R. Tolkien, c'est extrêmement important dans un film ou dans un livre que l'intro te catch, comme je pourrais dire comme ça. Que l'intro t'amène quelque part. Que ça soit pas une intro un peu un blabla, une intro vraiment plate qui t'amène nulle part. Donc, l'introduction du Seigneur des Anneaux, pour moi, personnellement, c'est la meilleure intro d'un film que j'ai vu. Et ça va toujours rester mon intro préférée à vie. Seigneur des Anneaux a été sorti en 2001, mais on dirait qu'il a été sorti récemment tellement qu'il y a des très 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 beaux graphiques. En effet, Chloé, comme tu dis, ce film-là, on pourrait croire que, comme tu l'as dit, le film est sorti en 2001. Le film a 23 ans, c'est fou. Et tu pourrais croire que le film serait sorti au cours des 2 dernières années. C'est 5 au max. Mais ça dit à quel point la qualité du film n'a pas vieilli. D'abord, comme j'ai dit au début, le film aged like fine wine, ou comme ce que Gandalf dit à Bilbon, vous n'avez pas pris de ride. C'est littéralement ça. Le film est merveilleux. Il est merveilleux. Aussi, au niveau de la structure narrative, comment le film démarre, pas avec l'intro, mais quand on démarre de l'histoire avec Frodon qui est assis au dos d'un arbre, littéralement en train de lire un livre. Ce qui est un peu ironique, puisque le film, Le Seigneur des Anneaux, à la base, c'est un livre. Avec l'arrivée de Gandalf, après l'anniversaire de Bilbon, où il se sert de l'anneau pour faire croire à tout le monde qu'il a disparu, parce que Bilbon a un désir d'aventure. Pareil, tout comme Frodon qui désire partir à l'aventure avec son oncle. Et après ça, Gandalf, qui, suite au départ de Bilbon, réalise que l'anneau de ce dernier est assez étrange, parce que dès qu'il la touche, il voit un flash d'un énorme œil enflammé. Et du coup, ça lui met la puce à l'oreille, et il va partir au Gondor pour vérifier quel est cet anneau. Il revient voir Frodon. Dans le livre, il part à Minas Tirith, qui est au Gondor, pendant des années. Pendant quoi? 25 ans, je crois bien? Alors que dans le film, ça pourrait durer environ peut-être quelques semaines, voire un mois. Et ensuite, il y a son retour à la comté, où il révèle à Frodon que cet anneau-là, c'est l'anneau unique. Un anneau de pouvoir, l'anneau de pouvoir maléfique forgé par Sauron, qui non seulement lui permettait de contrôler tous les autres anneaux qui avaient été forgés, par lui-même d'ailleurs, si je ne me trompe pas, mais aussi qui a fait en sorte que, même si son corps a été détruit, son esprit est toujours en vie. Et c'est là que démarre l'intrigue principale du film. S'assurer que l'anneau ne tombe pas entre les mains de Sauron et s'assurer de le détruire. Et en fait, ce voyage se passe en 2 étapes. Il y a d'abord le voyage de Frodon avec Sam pour rejoindre Foncombe, où ils se font attaquer par les Nazgûl, mais avant ça, ils rencontrent Aragorn, joué avec panache par Viggo Mortensen, et ensuite ils se font attaquer par les Nazgûl qui manquent d'imposer à Frodon un destin pire que la mort,
pour au final être sauvé par Arwen, joué par la magnifique Liv Tyler, qui sauve Frodon en l'amenant à Foncombe, où il sera guéri, mais avec une blessure qui restera. À ce moment-là, tu te dis, même Sam et Frodon se disent « Oh, on est correct, là, on peut rentrer chez nous maintenant que l'anneau est à Foncombe avec les elfes. » Mais au final, non, parce qu'en parallèle, il y a l'échange entre Gandalf et Elrond, où Elrond lui révèle « Gandalf, je suis désolé, mais l'anneau ne peut pas rester ici. Saruman nous a trahis, on se fait attaquer de 2 fronts, sur le Mordor et sur Isengard. Et le peuple des elfes quitte la Terre du Milieu et retourne vers Valinor, la contrée des dieux, qui se trouve à l'ouest. C'est pour ça que, comme par exemple, plus tard dans le film, lorsque Galadriel réussit à résister à l'attrait de l'anneau, elle dit cette épreuve, je l'ai réussi, je vais m'affaiblir, je vais aller vers l'ouest et je resterai Galadriel. C'est ça qu'elle veut dire par aller vers l'ouest. Et ensuite, à partir de là, la deuxième partie du récit commence, où on est introduit au reste du cast, avec Boromir, par exemple, Boromir, Gimli et Legolas, qui sont joués respectivement par Sean Bean, Orlando Bloom et John Rhys Davis, et qui, si je ne m'abuse, a joué le rôle de Salah dans Indiana Jones. Et de là, tu as le conseil où chaque race, la race des hommes, des nains et des elfes, et aussi la race des hobbits, un peu en arrière-plan, décide du sort de l'anneau qui, essentiellement, décidera du sort de la Terre du milieu. Et de là, va se former, grâce à Frodon, qui intervient quand tout le monde commence à s'engueuler, à la formation de la communauté de l'anneau. Et de là commence la deuxième partie du récit, le voyage au travers de la montagne, où Saruman manque de les ensevelir sous une avalanche. Ensuite, toute la longue séquence iconique à la Moria, où il y a l'incroyable scène de bataille dans le tombeau de Balin, où apparaît le troll des cavernes, suivi ensuite... juste cette scène-là, c'est quand même incroyable que la communauté réussit à ne pas se faire ensevelir par la quantité de gobelins qui leur ont sauté dessus. Hein. C'est quand même impressionnant. Mais suite à cela, il y a l'évasion, ils se sauvent pour finalement tomber sur le Balrog, Durin's Bane de son vrai nom, le fléau de Durin, où Gandalf se sacrifie. En fait, tu crois qu'il meurt pour les protéger du Balrog. Et suite à cela, il y a l'arrivée à Lothlórien où nous rencontrons Galadriel, interprétée avec panache par Cate Blanchett. Suite à cela, nous avons la séquence dans la forêt, là où se trouvent les deux énormes statues de Isildur et Elendil, où Boromir succombe à la tentation de l'anneau et manque de tuer Frodon pour qu'il le lui prenne. Au final, il finit par se reprendre et dit « Mon Dieu, qu'ai-je fait ?» Et il appelle Frodon en vain pour qu'il revienne. Suite à cela, c'est là que Aragorn le retrouve, mais Frodon, à ce moment-là, à cause d'une discussion qu'il avait eue avec Galadriel à Lothlórien, détermine que « Je suis désolé, mais il faut que je fasse ça tout seul, ce qui est juste de vous faire tuer si vous restez avec moi. » Et Aragorn le laisse partir, contre cœur, mais il le laisse partir. Après lui avoir prouvé que... Et non seulement après avoir prouvé à Frodon, mais après avoir prouvé à lui, à soi-même, à lui-même, qu'il peut résister à l'anneau, Aragorn le défend d'une énorme armée d'Uruk-hai qui avait débarqué. S'ensuit alors l'incroyable scène de bataille dans la forêt avec le sacrifice de Boromir et Aragorn qui le venge en décapitant l'Uruk-hai qui lui a coûté la vie. Et de là se conclut l'incroyable épopée qu'a été le premier film, évidemment avec toute la scène où Frodon finalement décide de partir avec Sam, les Merry et Pippin qui se font enlever par les Uruk-hai, et Aragorn, Gimli et Legolas qui partent à leur rescousse. Ce qui mènera aux événements du deuxième film, Les Deux Tours, sorti l'an prochain. C'est tout un résumé qu'on a eu là, hein? Merci Raphaël. Mais c'est ça, la première partie du film, c'est essentiellement beaucoup de dialogue, beaucoup de mise en contexte. C'est fait avec brio, honnêtement. On a installé justement ce mood-là de l'anneau, tu sais, un si petit objet qui t'amène autant de peur et autant de dédain. On a tellement peur de l'anneau parce que c'est quand même le Seigneur des Ténèbres qui
qui a fait cet anneau-là, c'est l'esprit du Seigneur des Ténèbres, toute sa cruauté, sa malveillance, sa volonté de dominer toute vie qui est dans cet anneau-là. Donc, quand on possède l'anneau, c'est tellement... tu deviens la pire personne ever. Puis tous les acteurs, en tout cas, tous les acteurs qui ont été proches de l'anneau, tous les personnages, excusez-moi, qui ont été proches de l'anneau, ils ont ressenti justement ce dédain-là, cette cruauté, cette malveillance-là. Donc ça, c'est la première partie, essentiellement la mise en contexte. Alors que la deuxième partie, c'est plus une phase d'action. Dès qu'on a la formation de la communauté de l'anneau, les 9, on s'en va directement à la Moria, où est-ce qu'on a une des scènes d'action les plus fantastiques du film, de la trilogie, honnêtement. On pourrait dire que toutes les scènes d'action de la trilogie sont excellentes, parce que c'est tellement réalisé avec brio, c'est fantastique. On a évidemment l'iconique scène du Balrog, avec le fameux « Vous ne passerez pas ». Tout le monde a déjà entendu ça, que ce soit des mimes ou que ce soit dans la culture en général. Et la fameuse scène finale, la bataille avec les Uruk-hai. Donc, ceci étant dit, c'est un film avec deux parties très très importantes. La partie très narrative, très mise en contexte, avec évidemment quelques scènes de bataille par-ci par-là de quelques secondes ou tout au plus. Et la deuxième partie, on s'en va directement dans l'action après la formation de la communauté de l'anneau. Merci, Jay. Pour ma part, je vais juste vous faire part de deux petits trucs pour connaissance générale, disons. Premièrement, je ne sais pas si vous étiez au courant, mais l'acteur qui joue Gimli, c'est aussi l'acteur qui prête sa voix à Sylvebard. Donc, pour ceux qui ne le savaient pas. Et aussi, au début du film, il y a quelques petits trucs qui font référence à la trilogie du Hobbit, qui, quand le premier Seigneur des Anneaux a été fait, donc n'existait pas encore. Je parle entre autres que quand Gandalf arrive dans le village et que Frodon le rencontre, ils discutent et à un moment donné, ils parlent d'un dragon. Ça se passe dans le Hobbit. Et aussi quand, comme Jay vient de mentionner, quand toute la communauté de l'anneau se dirige dans les mines de la Moria, dans le cercueil, et celui qui tenait aussi le livre à côté au cercueil, faisaient tous deux partie du Hobbit. Une chose intéressante par rapport à Aragorn dans le film, contrairement à son équivalent dans le livre. Déjà, pour commencer, dans le livre, Aragorn embrasse. Déjà, depuis le début, sa destinée de devenir le roi du Gondor, le roi des hommes. Dans le livre, il se bat avec le pommeau brisé de Narsil comme arme. Alors que dans le film, c'est complètement différent. La décision que Peter Jackson avait prise, et que je trouvais excellente, c'est l'idée que Aragorn ne veut pas devenir roi. Il fuit ce devoir de devenir le roi des hommes. Et il y a une scène excellente qui démontre ça. C'est lorsque Aragorn et Arwen sont tout seuls dans la chambre... dans la chambre où est exposée l'épée brisée Narsil, qui était d'ailleurs une épée elfique, pour les curieux. Et Arwen lui dit « Vous êtes le descendant d'Isildur. » Pas Isildur en personne. Et en arrière-plan, il y a une fresque qui montre Isildur qui est comme agenouillé au sol, avec Sauron juste au-dessus de lui, qui est sur le point de lui écraser sa massue sur la tête. Et la caméra bouge de manière que Aragorn est placé exactement là où Isildur est positionné sur la fresque. Ce qui fait que du coup, c'est Sauron qui est positionné au-dessus d'Aragorn pour le frapper. Et c'est de la cinématographie de génie, ça. Parce que déjà, ça renforce, ça démontre le sentiment qu'Aragorn a par rapport à ça. Par rapport à sa relation à Isildur, à sa relation avec Sauron, avec l'anneau. Parce qu'après, il dit « Le même sang coule dans mes veines, la même faiblesse. » Il a peur. Le fait qu'il soit descendant d'Isildur, ça lui fait peur parce qu'il pense que... Parce que je suis le descendant du gars qui, à cause dont c'est vraiment sa faute si Sauron n'a pas été détruit, je risque de faire la même connerie moi-même.
Et ça le terrifie. C'est pour ça qu'il est un rôdeur. C'est pour ça que juste avant cette séquence-là, à la fin de l'échange entre Gandalf et Elrond dit il a fui sa destinée. Il a décidé d'être un rôdeur à la place. Mais plus tard dans le film, Aragorn prouve que sa peur était complètement infondée. Parce que lorsque Frodon lui présente l'anneau, Aragorn il la fixe pendant un moment et il referme la main de Frodon. Ce qui prouve que sa peur est infondée. Il peut résister à l'appel de l'anneau. Il peut résister à Sauron. Il n'est pas un esclave. Ce n'est pas parce que son ancêtre Isildur a failli que lui-même va faillir. Petite note cocasse pour les curieux. Les films du Seigneur des Anneaux de Peter Jackson ne sont pas la seule adaptation du fameux roman de J.R.R. Tolkien. Il y a eu une adaptation aussi de Ralph Bakshi dans les années 70-80 qui commence justement au début de la communauté de l'anneau et qui finit à la fin de la bataille du gouffre de Helm dans les 2 tours. Donc c'est une adaptation en animation qui est... disons qui a bien vieilli dans certains cas, a mal vieilli dans d'autres. Puis justement, on parlait de Aragorn qui avait la lame brisée de Narsil en sa possession. Et dans le film de Ralph Bakshi, on voit justement que lorsqu'il est à l'auberge du Poney Fringant, il sort justement sa lame brisée de Narsil en face des hobbits qui tentent de défendre Frodon justement au moment où est-ce qu'il a mis l'anneau. Donc, pour les curieux, ça peut être intéressant d'aller voir ce film-là, Le Seigneur des Anneaux, de Ralph Bakshi. Donc, sur cette très intéressante anecdote de Jérémy, nous pouvons conclure ce 6e épisode de Sur ce, bonne soirée. Mesdames et messieurs, merci infiniment de nous avoir écoutés et j'espère à l'habitude que nous vous avons instruits autant que divertis. Et nous vous reverrons la semaine prochaine. C'était Raphaël en compagnie de Étienne, Jérémy et Chloé. Merci encore et bonne soirée.